exprimé une chose très importante, le désir de vie. Souvent, ça devient un projet de vie. Oui. Et lorsqu'il y a un accident qui arrive, elle a le projet de se battre, de se faire soulager, de vous écouter. Donc la question que vous soulevez, c'est est-ce que vous pouvez légitimer que le projet de vie soit un désir de vie? C'est toute la question que ça pose. Mais pour certains... Alors, Alors, pour certains individus, oui. Encore une fois, moi, le travail que j'ai fait, en fait, avec l'équipe, ce qui m'a permis, c'est qu'à un moment donné, j'ai pu identifier très précisément, j'ai pu identifier en tout cas les valeurs qui m'habitent maintenant, parce que les valeurs personnelles, parce qu'évidemment nos valeurs évoluent avec le temps. Ce qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus, si vous voulez, disponible, attentive et ouverte aux valeurs de l'autre. Et parce que de toute manière, il y aura des confrontations entre nos valeurs, soit entre collègues, soit entre le patient, soit les proches, hein, quand le patient est dans le coma. Et finalement, cette opposition des valeurs nous rend beaucoup moins disponibles à nos patients. Et moi, ce que j'ai pu ressentir presque, si vous voulez, existentiellement, c'est que ma capacité d'écoute et l'attention que j'offrais à mes patients était beaucoup plus grande depuis que j'étais plus au clair sur mes valeurs actuelles. Parce que ça me permettait de ne pas les projeter sur eux. Et que ça leur donnait l'espace pour évoluer. Et qui suis-je pour dire comment ils devaient aller, hein, et quels étaient leurs projets. Et ça, ils le sentent. Bonjour. Vous avez fait l'attention d'obligation au travers des cartes pour les valeurs. Oui. Quel est le bon moment pour les sortir? Je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas pour l'instant parce que pour l'instant, c'est mes collègues qui m'adressent les patients. Donc, c'est des patients demandeurs. Donc là, on va faire une étude justement en oncologie. On va proposer à tous les patients atteints d'un cancer avancé, donc non curable, ça ne veut pas dire qu'il est terminal, on va leur proposer, on va voir l'adhésion. Ça s'appelle GoWish. Vous le trouvez sur Internet si vous écrivez GO, puis un peu plus loin WISH. Ça a été fait par des Américains, donc attention à la culture quand même. Ça a été fait par des Américains à travers des études où ils ont essayé d'identifier les principales valeurs de vie des gens. Et il y a le Joker, qui est aussi très intéressant. Et c'est absolument génial. Je peux vous dire, je suis impressionnée. Parce que moi, quand on me disait, bon, il faut que j'explore un peu les valeurs de mes patients avant de faire ces croix, hein, dans nos directives anticipées. En plus, c'est très confrontant. Hein, arrêt cardio-respiratoire, c'est pas toujours évident pour les patients. Et il y a quelque chose de très ludique dans ces cartes. Et en plus, moi je suis une paléontologue, donc je sais bien les patients, je suis assez maternaliste, donc j'ai dit aller plutôt vers là que vers là. Hein. Donc les cartes, c'est eux qui les travaillent, vous n'avez pas d'influence sur eux, c'est eux qui vont faire le choix et après vous travaillez et vous discutez. Donc ce GoWish, par exemple, aux États-Unis, parfois c'est en famille, il n'y a pas besoin d'être un médecin, hein. Les directives anticipées après, c'est mieux. Mais ça peut être en famille, ça peut être avec une assistante sociale, ça peut... Et ils le font parfois chez des gens qui n'ont pas de maladie grave. Moi, j'essaye de le développer chez des gens qui ont une maladie grave et qui expriment surtout des inquiétudes par rapport à l'avenir. Et c'est absolument, j'ai envie de dire, ça a été une découverte pour moi en termes d'outils de communication. C'est un processus, évidemment. Mais ce qui va ressortir, ce que disent les gens de ces cartes est absolument génial. Je vous donne juste un exemple qui m'a énormément touchée. Jeune femme de 30 ans, cancer hépatique, incurable, qui est une scientifique, hein, qui ne s'est pas mariée, dont la mère est décédée 2 ans avant dans des conditions extrêmement difficiles, où c'est elle et son papa qui ont dû dire qu'il fallait l'extuber et la laisser mourir. Voilà. Donc, c'est sur eux qu'est reposée toute la décision d'abstention, enfin de retrait thérapeutique. Et elle a dit, je sais que je vais mourir, je ne veux pas que tout ça pèse sur ma famille, donc je vais faire mes directives anticipées. Et je vais désigner un représentant thérapeutique qui était une amie de travail. Et on commence à travailler ces cartes, ça a duré maximum 1 mois. Hein. On a commencé à se travailler ces cartes, et puis après, comme elle adorait aller au bord du lac et manger des filets de perche, on travaillait parfois par téléphone aussi. Elle a commencé à travailler ces cartes, puis elle tire une carte qui était avoir le sentiment que ma vie est complète. Et quand elle voit cette carte, vous voyez, 30 ans, pas d'enfant, elle s'effondre en larmes.
Elle dit, mais comment voulez-vous que j'ai le sentiment que ma vie soit complète? À mon âge, je vais mourir dans quelques semaines, etc. Et puis on regarde donc quels étaient ce qu'elle avait pu réaliser dans sa vie, donc des articles, beaucoup d'amis et d'une famille très proche. Et puis je lui dis, mais c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que chaque fois que je vous vois en consultation, vous êtes entouré de gens très proches. Donc il y avait des gens qui étaient là, on discutait de sa mort, et elle avait des amis qui étaient là et qui participaient à ces discussions. Donc je dirais une intensité assez belle dans ces relations. Puis je dis, mais est-ce qu'il y avait ce que vous avez réalisé pratiquement, mais aussi au niveau relationnel, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez pu apporter des choses? Et elle dit, c'est vrai que beaucoup de gens me disent que depuis qu'ils me connaissent et qu'ils me connaissent malade, ils voient différemment la vie. Alors je lui dis, bah, alors discutez avec ces gens, qui essaient de voir ce que vous leur avez apporté, etc. Et elle l'a fait, mais de manière très comme un devoir d'école. Hein. Elle a réuni ses amis en plusieurs groupes, ses proches aussi, et elle a commencé à discuter avec eux. Et peut-être 10 jours avant sa mort, elle me téléphone, elle me dit, c'est bon. Je dis, quoi, qu'est-ce qui est bon? Elle dit, c'est bon, ma vie est complète. Et c'était juste magnifique. Donc ça peut être des outils aussi réflexifs pour les personnes elles-mêmes, ou dans nos partages et notre communication avec eux pour nous aider à la communication, ou pour aider à la communication entre les patients et les proches. Vous savez qu'il y a des sacrés, parfois décalages entre les patients et les proches. Donc je fais ce travail de carte, et après, si ça aboutit à des directives, ben, c'est fait en 20 minutes, parce que tout a été dit avant, ou bien ça ne aboutit pas à des directives, parce que les gens n'ont pas envie d'un papier qui décide. Bon, oui. C'est un magnifique travail. Est-ce qu'il vous arrive... Ah, pardon. Est-ce qu'il vous arrive fréquemment que les personnes initialement qui ont accepté l'hospitalisation en unité de soins palliatifs, au cours de son séjour, formulent une demande d'assistance au suicide, et à ce moment-là, comment vous réagissez, comment vous vivez? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu encore de cas en unité de soins palliatifs. Au CHUV, depuis 2006, il y a eu à peu près 3 cas. Donc, c'est des situations exceptionnelles, parce que le plus souvent, comme je vous disais, on n'est pas plus à l'aise pour autant, la personne rentre à domicile. C'est-à-dire que si, et maintenant la loi cantonale le précise, si la personne a un domicile, qu'elle peut y retourner dans des conditions dignes, relatives, le suicide aura lieu à domicile. Donc comme je vous dis, ça reste des cas exceptionnels, et à ma connaissance, il n'y a aucun cas pour l'instant dans le canton de Vaud dans une unité de soins palliatifs. Je sais par expérience, parce qu'il y a plus d'assistance au suicide dans les EMS, que c'est bouleversant. Hein, c'est la stupéfaction que tu évoquais, c'est bouleversant, et tant mieux à quelque part, parce qu'Exit parle d'autodélivrance. Hein. Le suicide est quand même quelque chose d'une extrême violence. L'expression d'un désir de mort est violent pour nous soignants. Hein. Après, à nous de travailler là-dessus et à ne pas nous laisser... mais je sais que là, la loi stipule aussi, je ne vous ai pas donné tous les détails, mais les aides et le soutien à apporter aux maisons de retraite qui sont plus souvent victimes de ce genre victimes, qui traversent ce genre d'événements. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Je pense que ça serait très très dur. Je pense. Diane, je me permets d'être un peu plus incisif parce que je trouve qu'on est très gentil avec toi. Et tu me dis, voilà, quand vous avez discuté en équipe, ça n'a pas été simple. Alors, tu me dis, voilà, ça nous a fait travailler un peu nos repères, nos points individuels. Tu nous dis, le fait d'avoir travaillé nos repères d'un point de vue individuel, les chiffres de manière paisible, nous ouvre plus à la différence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, mais pourquoi ce n'est pas compatible avec les repères des soins palliatifs? Après tout, le suicide est une pratique qui a toujours traversé l'humanité. Les stoïciens ont construit un système de philosophie dans lequel le suicide a toute sa place. Les acteurs de soins palliatifs plaident pour la mise en avant de l'autodétermination des gens. Je fais exprès de prendre cette posture-là, oui. Et j'ai l'impression en plus que tu es dans une réflexion sur ce concept d'autonomie que tu déplaces
à travers ce travail de jeu de cartes, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Et puis je rajouterai une deuxième question. Voilà, il y a une règle que vous avez construite qui semble avaliser un niveau plus institutionnel. Est-ce qu'il y a une place pour la transgression? Première question, est-ce que tu peux, sans te dévoiler, est-ce que tu peux un peu plus nous dire pourquoi, pour toi, ce n'est pas compatible avec le droit des enfants? Il y a évidemment une place pour la transgression. Et qui que ce soit qui dise Fontaine, je n'ai jamais vu ton eau, risque d'avoir des surprises dans sa vie. Cette personne dont je vous ai parlé, qui a fait cette fracture, m'a demandé d'être à ses côtés le jour où elle se suicidait. Et je craignais depuis 15 ans qu'un patient me fasse cette demande-là. Et je ne savais pas si je le ferais ou pas. Je pense aussi que j'ai vu des gens être dans un tel état de souffrance qu'on ne pouvait pas soulager, que j'avais des désirs d'euthanasie ou d'assistance au suicide. Donc je pense qu'une assistance au suicide ou une euthanasie peut être de l'ordre de la transgression. Mais par définition, elle doit être de l'ordre de la transgression. Voilà. Hein, ça ne doit pas devenir une pratique parallèle, complémentaire, etc. Donc on va ou pas, les uns et les autres, être confrontés parfois à des situations de ce type-là qui seront de l'ordre de la transgression. C'est-à-dire qu'elles vont nous travailler, nous habiter. Parfois, pour moi, même une sédation palliative peut être de l'ordre de la transgression. Hein. Dans des situations particulières, c'est quelque chose qui me travaille. Alors maintenant, par rapport je pense qu'il ne faut pas mélanger. Pour moi, c'est une question de clarté dans nos responsabilités. Et je pense qu'à moins de devenir psychotique, on ne peut pas mélanger d'accompagnement pour moi. Hein, c'est mes valeurs. Je pense qu'on ne peut pas aller dans une pratique d'accompagnement de la vie et après être un acteur qui va, parce que ça soit une assistance au suicide ou une euthanasie, pour moi le résultat est un peu le même, un acteur du décès de la personne. Alors j'ai peut-être un esprit simple, qui ne fait rien, et que j'ai besoin de clarifier les choses, mais cette clarification me permet de bien me positionner aussi dans mes relations avec les patients. Voilà. J'ai discuté avec un collègue belge qui disait, mais au départ j'étais tout à fait contre l'euthanasie et l'assistance au suicide. Après il a fallu assumer visiblement les nouvelles directives et à un moment donné il dit, je me suis retrouvée en train d'euthanasier et je ne savais plus dans quelle position je me retrouvais. Donc pour ma part, j'ai besoin vraiment d'un positionnement clair au niveau professionnel et je pense que ça aide aussi les professionnels. On fait un travail difficile et complexe. Très souvent, on est à la limite sur le plan éthique. Hein. On commence à faire une sédation palliative. Parfois, on ne sait pas dans quel côté on est. Hein. Et de pouvoir clarifier nos intentions nous permet de faire ce type de processus de manière, je dirais, plus saine. Alors pour moi, cette confusion devient extrêmement malsaine et il y a un risque que nos valeurs personnelles et professionnelles soient à un moment donné totalement bouleversées par les valeurs sociales qui sont peut-être majoritaires mais qui ne sont pas forcément les nôtres, c'est celles de notre profession. Donc transgression, oui, mais clarification des rôles professionnels pour éviter ces confusions, j'irai sur le positionnement éthique. Voilà, pour moi. Bonjour, Bonjour. Je travaille en Haute-Savoie, donc je suis voisin de chez vous. On est régulièrement interpellé par des patients qui nous disent ouais, je vais passer à la frontière. Donc le positionnement de l'ASPIS vis-à-vis des étrangers, quel est-il? Et j'ai le cas notamment d'une patiente qui avait été refusée, je pense par exit, parce qu'elle avait des troubles du discernement, qui a fait une tentative de suicide après, avortée, et qu'on a récupérée en maison de retraite et qui s'est apaisée à peu près à cette occasion-là. Alors, il y a différentes pratiques parce qu'il y a différentes associations. Donc, par exemple, Dignitas, qui est en Suisse allemande, si vous arrivez, je suis très cracra et cru, hein, mais parce que c'est assez cru, vous arrivez, vous payez 10 000 francs, vous avez l'assistance au suicide dans la journée. C'est presque commercial. Oui, mais comme ils ne sont pas héritiers. Voilà. Et puis, Exit Suisse romande, donc Haute-Savoie, je pense que c'est plutôt Exit Suisse romande. Ils se disaient un peu plus, comment dire, politiquement corrects, donc c'est surtout malade et en fin de vie. Ils sont attentifs à ne pas se mettre dans des situations où sur le plan légal,
il pourrait être poursuivi. Donc effectivement, quelqu'un qui n'a pas sa capacité de discernement très visiblement, hein, parce qu'on peut avoir aussi une capacité, on peut avoir une capacité de discernement altérée, mais de manière... en principe, jusqu'à présent, il refusait. Donc il refusait les cas psychiatriques, par exemple. Mais maintenant, ils vont s'ouvrir aux fatigués de la vie, donc je ne sais pas comment ils vont évoluer. Est-ce qu'ils s'occupent des frontaliers Non, c'est pas ça, mais nous, on est quand même interpellés. Ouais. Ah, c'est bien possible. Ils ont des pratiques très, je dirais, confidentielles. Donc je ne sais pas ce qu'ils font vraiment. Ils disaient jusqu'à présent qu'ils prenaient que des gens avec une maladie grave. Et je sais par expérience, que j'étais confrontée à des situations où ils étaient impliqués, que ce n'était pas le cas. Donc je ne sais pas, mais c'est probable, surtout s'il y a des amis suisses, ou pourvu qu'ils soient inscrits, pourvu qu'ils aient une inscription exit. Mais ça, on peut le faire tout de suite avant le suicide. On prend une dernière question et puis on arrête là. Je voulais savoir si justement par rapport à ce que vous avez dit juste à l'instant, il était très important que le soignant fasse dans la confusion. Exact. Est-ce que cette nouvelle loi qui introduit le suicide assisté dans l'établissement sanitaire n'est pas justement une source de confusion? Est-ce que c'est pas possible d'être un soignant qui continue à garder le lien et qui maîtrise sa stupeur pour accompagner le patient en demande du suicide assisté jusqu'au bout, mais tout en lui disant, écoutez, ma valeur, je ne peux pas, si je veux respecter ma valeur, être dans cette démarche de suicide assisté, je ne peux pas être présent avec vous ce jour-là si vous souhaitez le faire, parce que ce n'est pas dans mes valeurs, et je continuerai toujours à répondre à toutes les demandes et à tous les appels. Et moi, je trouve que l'introduction de cette loi est une source de confusion, parce qu'à ce moment-là, si on peut aller de l'autre côté, c'est à ce moment-là que les dérivages arrivent, on va prendre au mot des demandes qui ne vont pas être réelles, qui vont céder quelques instants plus tard, comme on le rappelle notre collègue, comme on l'a tous connu. Donc est-ce que ce n'est pas un gros problème de cette nouvelle loi? C'est vraiment, effectivement, un risque. L'avenir nous le dira. C'était la moins mauvaise solution. Moi, je vais vous dire, quand j'ai dû voter, j'ai voté blanc. Je ne pouvais pas dire oui au projet de Maillard, notre conseiller là, de la santé, même si je savais qu'il allait limiter la casse et qu'il fallait en tout cas pas que le projet d'exit passe à cause des dérapages. Mais effectivement, c'est vraiment une question à la fois individuelle et sociale, parce qu'il y a aussi une banalisation, hein, il y a une reconnaissance officielle. C'est pour ça qu'il y a si peu de lois chez nous, c'est que le Conseil fédéral a toujours été frileux en disant mais on va reconnaître ces pratiques si on fait une loi. Donc c'est un travail personnel, je pense, c'est de se dire mais c'est toute la question de ne pas banaliser vraiment ce type de pratique et ce genre de situation. C'est de toujours être assez au clair, c'est vraiment un travail entre nos valeurs professionnelles et nos valeurs personnelles. Et de voir si la société nous pousse, hein, comme ce confrère en Belgique, qui me disait qu'il perdait ses valeurs, hein, voilà, c'est inquiétant. Oui. Non, mais après, même dans le patient lui-même, dans le lien, s'il sait qu'il peut vous faire changer la vie, c'est très peu. Ouais. Alors le patient, je ne sais pas. Je pense que le patient, dans ces situations-là, je pense que... Enfin, ça a été vraiment ce que j'ai appris, c'est que nous, on ne doit pas être impliqués directement, et deux, on doit être suffisamment au clair pour avoir dans nos propres valeurs, pour donner suffisamment d'espace d'écoute aux patients. Parce que jusqu'à présent, peu avaient l'occasion d'en parler et d'aller dans des sujets assez intimes et tabous. Hein, et que ça, en tant que tel, peut être, entre guillemets, thérapeutique. Merci beaucoup, Claudia, pour ton intervention.